Donc, pour cette conférence, qui n'est pas une table ronde, j'ai choisi comme thème, comme sujet, l'économie et le bonheur, deux univers inconciliables. Je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce thème et que ma réponse sera de dire que, en fait, l'économie et le bonheur sont tout à fait conciliables et qu'on a tout à fait intérêt à bien définir les relations, à bien comprendre les relations qui sont complexes et souvent contradictoires entre ces deux domaines. Alors, avant toute chose, je commencerai par une citation de Pascal, le philosophe. Une de ses pensées, c'est la pensée 138, qui dit l'importance du bonheur d'une façon absolument éclatante. C'est quelque chose une pensée très connue. Et donc, je la lis. C'est dans le langage du XVIIe siècle, mais très compréhensible, avec certaines fois des tournures un petit peu différentes du français moderne. Alors, je cite Pascal. « Tous les hommes recherchent d'être heureux, d'être heureux et pas à être heureux, mais enfin, c'est la même chose. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, et ce même désir qui est, dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Voilà. Je pense que, sans définir le bonheur, Pascal nous dit que c'est finalement notre aspiration, notre moteur essentiel et peut-être même le seul moteur qui nous pousse à agir et à vivre. Alors maintenant, l'économie et le bonheur sont-ils deux domaines inconciliables? L'économie, je dirais ce que j'entends par là, pour moi c'est l'argent, la richesse, bref, la vie matérielle et les besoins plus ou moins vitaux qu'elle permet de satisfaire. Il est peu de domaines où la sagesse populaire n'ait pas mieux exprimé le problème et les relations entre l'économie et le bonheur. Je cite quelques proverbes, quelques adages qui viennent immédiatement à l'esprit, mais il en existe des centaines. Par exemple, « l'argent ne fait pas le bonheur » ou encore, dit-on, « plaie d'argent n'est pas mortelle » ou encore « il n'y a pas que l'argent dans la vie », etc. De même, lorsqu'on présente ces vœux de nouvelle année, l'expression la plus commune est sans doute « tous mes vœux et d'abord la santé », sous-entendu l'argent, la réussite matérielle sont vraiment très peu de choses. Telle est donc l'échelle de valeurs quasi universelle, en tout cas de nos jours et en Occident. Il faut peut-être bien préciser de nos jours et en Occident, mais je n'insisterai pas sur ce sujet. Pourtant, dès qu'on creuse un peu la question, les choses deviennent moins évidentes, plus subtiles, voire paradoxales. Et là, je ferai encore une citation. L'argent, je crois que c'est Jean d'Ormesson qui disait « L'argent ne fait pas le bonheur, mais moins que ne pensent les pauvres, mais plus que ne le prétendent les riches. » Et cette réflexion a le mérite de montrer que les choses sont finalement beaucoup plus complexes et subtiles que ce que la sagesse populaire à laquelle je me référais au tout début ne laisse entendre. Ce qui semble apparaître comme à peu près certain, c'est que si l'argent n'est pas une garantie suffisante, c'est en tout cas un sérieux gage, peut-être même un gage nécessaire, et on va voir dans quelle mesure c'est un gage nécessaire et on pourra apporter des chiffres. Mais avant cela, je vais vous citer cet exemple qui prouve qu'en effet, les conditions matérielles sont absolument essentielles sur la perception de bonheur qu'on peut avoir. C'est une enquête qui a été faite il y a quelques années par l'Institut de sondage Gallup Europe, qui a posé une question extrêmement simple aux habitants de toutes les capitales d'Europe. Cette question, c'était la suivante. Au cours du mois écoulé, combien de journées ont-elles eu plus de deux jours d'ensoleillement? C'est une question vraiment très simple. Dans le mois écoulé, combien de journées ont eu plus de 2 jours d'ensoleillement? Il est apparu que les Hongrois de Budapest sous-estiment de 9 jours leur réalité, en Hongrie donc, alors qu'à l'inverse, les Danois de Copenhague exagèrent de 9 jours l'ensoleillement de leur ville.
Et en règle générale, il est apparu que plus les villes affichent un niveau de vie élevé et plus leurs habitants semblent prêts à enjoliver les conditions météorologiques. Voilà donc une preuve manifeste que si l'argent ne fait pas le bonheur, du moins rend-il ses détenteurs plus optimistes. Et la différence entre l'optimisme et le bonheur est déjà quelque chose, enfin ça nous met un petit peu sur la voie de ce que peut être le bonheur. La différence donc entre optimisme et bonheur est manifestement extrêmement ténue. Avant d'entrer dans le corps du sujet, et là je suivrai un plan très rigoureux, car il s'agira d'apporter les preuves et des conclusions précises, je vais faire quelques remarques introductives pour essayer de débroussailler le terrain et de clarifier un petit peu des notions qui ont l'avantage d'être comprises et simples en apparence, mais qui sont extrêmement complexes. Un petit peu ce que disait Saint-Augustin sur le temps, il disait « quand le temps, je sais exactement ce que c'est, mais quand on me demande de le définir, je cesse de comprendre et d'apporter une réponse satisfaisante. » Et le bonheur, c'est un petit peu la même chose. Dès qu'on essaye de le définir un peu plus précisément, c'est quelque chose qui a tendance à nous échapper. Et c'est un phénomène extrêmement important sur lequel je reviendrai. Donc d'abord le bonheur. Sans entrer dans des considérations philosophiques sur la vie heureuse, qui seraient d'ailleurs fort intéressantes, je voudrais préciser ce qu'entendent de façon, si j'ose dire, positive et scientifique les psychologues et même les économistes qui utilisent beaucoup les enquêtes des psychologues quand ils font leurs enquêtes sur le sujet. En réalité, les psychologues et les économistes distinguent deux choses qu'il faut bien différencier. La première conception est de nature émotionnelle. Cela consiste, par exemple, dans les enquêtes à demander aux gens ou à se demander si la veille ou le matin, est-ce que vous avez été triste, joyeux, stressé, en colère, etc. Quel est le sentiment qui domine dans votre situation telle que vous la percevez? Et cela renvoie un petit peu à la problématique, à la question la question extrêmement habile que demandait l'enquête de Gallup sur les journées d'ensoleillement durant le mois. Combien y avait-il eu de journées de soleil pendant le mois? La deuxième acception du mot bonheur est sensiblement différente car elle est de nature cognitive. C'est un mot un petit peu savant, mais je m'explique et c'est très simple. Cela porte sur le jugement que l'on se fait de notre vie tel qu'on l'évalue soi-même. C'est une sorte de mouvement de réflexion. C'est le genre de questions que tout le monde se pose, au moins presque de façon subconsciente. Votre vie est-elle réussie? Vous faudrait-il gagner plus d'argent? Que préfériez-vous entre gagner 30 000 € par an et travailler 25 heures? Ou au contraire, gagner 60 000 € et travailler 50 heures, etc. On peut multiplier ce genre de questions et je pourrais en citer bien d'autres, mais c'est simplement pour dire que qu'il faut bien avoir à l'esprit ces deux définitions, ces deux acceptions du bonheur qui sont absolument essentielles. Voilà. Alors maintenant, venons-en à l'économie. Alors là, si j'ose dire, les choses sont beaucoup plus simples. Au niveau individuel, l'économie, la richesse, c'est l'argent qu'on a dans sa poche ou dans son compte, sur ses comptes bancaires. À l'échelle collective, c'est un petit peu plus compliqué, mais à peine plus. Il s'agit en fait du PIB, le produit intérieur brut, qui mesure tout ce qui est produit par un pays ou toute collectivité, quelle qu'elle soit, dans l'année ou dans le mois, et qui consiste à additionner toutes les productions dans une même unité monétaire. Voilà. Alors, ayant affirmé ces deux définitions, se posera, on le verra, mais je reviendrai dessus, la question de la mesure, parce que le PIB, c'est une chose, mais on verra que c'est une définition qui peut être contestable et qui est contestée d'ailleurs. Alors maintenant, et ce sera le dernier point de cette longue introduction, je voudrais souligner que la problématique dont nous débattons aujourd'hui est quelque chose de relativement récent. Autant j'ai dit au début qu'il y avait une sorte de sagesse immémoriale pour comparer le bonheur et l'argent, en réalité, l'économie et le bonheur sont des notions qui datent, enfin la relation de l'économie et du bonheur, c'est une notion qui date simplement d'une quarantaine d'années. Et même la notion d'économie et la notion de bonheur au niveau collectif sont des concepts
également relativement récent. Enfin, quand je dis relativement récent, c'est que le bonheur, je citerai le mot par exemple de Saint-Just, le révolutionnaire, qui disait au moment de la Révolution française, le bonheur est une idée neuve en Europe. La formule date donc de la Révolution française et elle exprime la philosophie des Lumières, car c'était en fait une nouvelle conception de la société, des relations avec la religion, de l'organisation de la société elle-même et une remise en cause de l'ancien régime. Quant à l'économie aussi, il faut bien voir que c'est l'économie telle qu'on l'entend aujourd'hui, les notions de croissance, c'est un paradigme qui date à peu près d'ailleurs de la même époque, c'est-à-dire d'il y a un peu plus de 200 ans, qui correspond à la naissance de la révolution industrielle qui enjambe le XVIIIe et le XIXe siècle. L'économie politique moderne a pour père fondateur, comme vous savez, Adam Smith, qui était un philosophe des Lumières. Et il faut bien avoir en tête les dates d'Adam Smith, c'est 1723, c'est-à-dire le début du règne de Louis XV en France, et il est mort en 1790, c'est-à-dire tout juste au début de la Révolution française. Et en fait, Adam Smith a commencé d'ailleurs comme un philosophe. Son premier livre, c'était Les recherches sur la nature et les causes... c'était sur la théorie des sentiments moraux. Et son livre sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations a été publié en 1776, bien avant la Révolution française donc, et il accompagne la Révolution industrielle. Pourquoi la Révolution industrielle est importante? Eh bien, pour la raison suivante, c'est que, en gros, de l'an 1000 à la fin du XVIIIe siècle, on a eu des taux de croissance économique très très faibles, moins de 0,5%. Les modes de vie ont relativement peu évolué et la richesse au sens moderne tel qu'on l'entend aujourd'hui, il y avait une croissance qui était donc inférieure à 0,5%, et c'est qu'à partir de la Révolution française, la révolution industrielle, pardon, c'est un lapsus, mais les deux coïncident, on a eu des croissances de 2% et qu'on a commencé à éliminer les problèmes de survie et d'avoir un certain bien-être. Alors, maintenant, j'en viens au lien proprement dit entre bonheur et économie. Je disais que ce lien, cette question qu'on s'est posée, eh bien, on se la pose dans les termes actuels que depuis à peu près une quarantaine d'années. Plus précisément, c'est en 1968 quand a été créé le Club de Rome et qu'a été publié 4 années plus tard, en 1972, son fameux rapport sur les limites à la croissance, où on s'apercevait alors que les questions d'environnement pourraient poser des problèmes pour la croissance qu'on venait de connaître. Il faut dire qu'on venait de connaître une croissance extrêmement brillante en Europe, dans les pays, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays industrialisés, et cette croissance avait été sans arrêt et avait été pratiquement sans récession, en tout cas en Europe. Et alors, il en résultait un bien-être, ce qu'on appelait la civilisation de consommation, avec les événements de 68 en France et en Europe, où on remettait en cause cette société de consommation et les interrogations sur le bonheur et l'économie, ça revenait à se dire, mais finalement, à quoi bon travailler plus, puisqu'on est arrivé à un niveau de bien-être, enfin de prospérité, peu importe les mots à ce stade, qui fait qu'on n'a pas besoin de travailler plus, de croître plus. Et c'est de là, à partir de ce moment-là, qu'on s'est interrogé sur les liens véritablement entre le bonheur et l'économie, qui est donc une problématique récente. Là, toujours, je reste dans cette introduction et pour évoquer un dernier point, pour souligner, pour expliquer d'ailleurs pourquoi j'ai dit que ce sont deux domaines inconciliables. Et je m'explique. Et là, je viendrai encore par l'entremise d'une question de Sénèque, le philosophe qui a vécu au tout début de l'ère chrétienne et qui disait « Personne ne se soucie de bien vivre, mais de vivre longtemps ». Si je cite ce propos, c'est que ça oppose deux choses différentes. D'un côté, vivre longtemps, c'est-à-dire
mesurer la longueur de sa vie, c'est-à-dire l'esprit quantitatif d'un côté, et vivre bien, c'est l'esprit qualitatif. Et il y a une tendance de l'esprit humain à privilégier ce qui est la quantité sur la qualité. Et cet antagonisme entre les deux choses illustre assez bien notre propos, avec d'un côté l'économie qui est quelque chose qu'on peut mesurer assez facilement, et de l'autre côté le bonheur qui est beaucoup plus évanescent et qui, quand on veut comparer les deux, on a l'impression de devoir affronter quelque chose d'impossible, puisque ce sont deux domaines hétérogènes. Mais alors, tout mon propos, et là j'en viens maintenant à la partie plus, je veux dire, plus conclusive, si j'ose dire, consistera à dire qu'au contraire de ce présupposé de croire que le bonheur et l'économie ou que la richesse sont deux choses absolument hétérogènes, imperméables l'une à l'autre, que c'est complètement faux. Au contraire, on peut arriver à définir des choses extrêmement précises et trouver des liens assez tangibles et mesurables. Donc, j'en viens donc à la seconde partie de mon propos, où je vais m'efforcer de démontrer 5 choses, 5 points, et ce qui sera l'articulation de cette seconde partie. Le premier point, ça va consister à dire oui, l'argent apporte le bonheur, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des collectivités, des pays. Cela peut apparaître évidemment trivial, mais cela va également à l'encontre de la sagesse populaire de résignation dont je parlais au tout début. Et c'est extrêmement important de savoir dans quelle mesure l'économie, enfin disons, la richesse matérielle apporte le bonheur, autrement dit, une satisfaction. Donc c'est le premier point. Alors le deuxième point qui découle également du premier sur lequel j'essaierai d'apporter des choses extrêmement précises, où se situe en fait le seuil absolu de revenu au-delà duquel finalement l'argent ne compterait plus et qu'il suffirait d'avoir atteint ce revenu pour avoir atteint un niveau de satisfaction et de bonheur amplement satisfaisant. C'est une question qui est tout à fait intéressante parce qu'on verra qu'il y a des réponses très différentes. J'en cite deux. L'une qui donne un chiffre de revenu annuel de 15 000 $, c'est-à-dire à peu près 13 000, 14 000 euros, et un autre qui fixe un seuil beaucoup plus élevé à 75 000 $. Et je m'expliquerai sur la signification de ces seuils. Donc ça, le troisième point que je compte aborder, c'est de dire qu'il n'est pas en même temps possible d'identifier les logiques de l'économie du bonheur. Je m'explique. Il y a de bonnes raisons d'être heureux parce qu'on a par exemple un appartement plus grand ou qu'on a une voiture plus puissante, c'est tout à fait justifié et compréhensible. Mais il y a d'autres raisons moins positives, telles que le positionnement social, les attitudes ostentatoires, et là on verra que c'est important de prendre en considération cet élément comparatif parce que c'est quelque chose qui différencie les pays. On tombe sur des phénomènes, par exemple, d'envie qui existent en Europe mais qui n'existent pas aux États-Unis. On tombe sur toute la problématique des inégalités et donc c'est ce troisième point que je compte aborder. Le quatrième point sera plus, non pas anecdotique, mais qui a été traité ce matin, et donc je ne m'y attarderai pas, mais je compte le mentionner, c'est les recherches autour de ce qu'on a appelé, à propos du Bhoutan, le bonheur national brut, ou de façon plus générale, des mesures alternatives au PIB comme indicateur de mesure, non pas tellement du bonheur, mais de bien-être. Et donc j'aborderai cette question du bien-être, qui est une sorte de substitut sans doute plus proche du bonheur que la mesure du PIB proprement dit. Et le cinquième point, ce sera ma partie conclusive, je regarderai un petit peu le cas français. Le cas français est en effet extrêmement intéressant. Pourquoi les Français sont-ils en effet plus désespérés, entre guillemets,
Et je ne fais bien sûr pas référence à la conjoncture dramatique actuelle, mais dans toutes les enquêtes de satisfaction, de happiness, comme on dit, les enquêtes internationales qui sont maintenant bien rodées, eh bien, ces enquêtes concordent. Les Français sont en général les plus optimistes, les plus pessimistes, les moins heureux, et leur satisfaction est sans relation avec leur véritable situation matérielle. Donc, je commence par le premier point dont je vous avais parlé. Quelles sont les relations entre l'économie, la croissance économique et la satisfaction? C'est l'interrogation donc centrale. Tout est devenu de... Pardon. C'est un économiste qui s'appelle Anderlin, c'est un Californien. Attendez, je cherche mon pense-bête. Voilà, oui, je cherche son prénom, mais je le retrouverai. Il s'appelle Anderlin. En 1974, il a fait l'enquête suivante. Il a regardé sur les 30 années écoulées aux États-Unis, qui avaient été 30 années de très forte croissance, pratiquement ininterrompue. Il a regardé si la satisfaction des ménages américains avait évolué. Et à sa grande surprise, et sa conclusion a été sans appel, malgré donc une très forte augmentation du pouvoir d'achat, des Américains qui avaient doublé ou triplé entre 1947 et 1970, le pourcentage des gens qui se déclaraient très heureux, je souligne sur très heureux, était resté stable aux alentours de 30%. Et cela donc en dépit d'une aisance matérielle qui s'était répandue et avait gagné des couches de la société tout à fait nouvelles, même aux États-Unis. Depuis lors, on appelle ça le paradoxe d'Hölderlin. Pardon, c'est pas Anderlin, c'est Hölderlin, excusez-moi. Et ce résultat s'est trouvé confirmé par de nombreuses autres enquêtes en Europe, et même en Chine et aux États-Unis depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Ce résultat, donc, qui paraît solide sur une longue période, constitue, je le répète, un paradoxe dans la mesure où il va à l'encontre et contredit le fondement même de la logique économique et des motifs pour s'enrichir. Pourtant, ce paradoxe d'Anderlin, qui est quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, puissant, mais en tout cas une conclusion qui est considérée comme fiable, des enquêtes plus fines et sur des périodes plus courtes ont montré qu'elles tendaient à contredire cette relation d'Anderlin selon laquelle une richesse collective plus grande ne permettrait pas d'accroître la satisfaction et donc le bonheur collectif. Le premier élément tient aux variations conjoncturelles de l'économie. L'Institut Gallup aux États-Unis interroge régulièrement un millier d'Américains sur leur sentiment de bonheur, entre guillemets, je cite, et il apparaît qu'il existe une très forte corrélation entre les variations des indices boursiers, le Dow Jones ou le S&P 500 par exemple. D'autres enquêtes ont décelé une corrélation également tout aussi forte entre le niveau de chômage et l'évolution des revenus à court terme et le sentiment de bonheur déclaré. Ces résultats peuvent paraître triviaux, mais ils montrent qu'à court terme, la situation économique détermine bien la satisfaction, le sentiment de bien-être subjectif et également la confiance, ces choses-là étant grandement synonymes. Le deuxième éclairage tient aux différences sociales et aux écarts de niveau économique. Les enquêtes qui ont été conduites également dans de multiples pays concluent également de façon similaire. Les riches, entre guillemets, pour parler simplement, se déclarent invariablement plus heureux que les pauvres. Cela rejoint l'observation que j'ai faite à propos de l'ensoleillement des villes européennes. Toutefois, la relation n'est pas linéaire. Et je m'explique, le supplément de satisfaction ressenti n'est pas proportionnel à l'aisance matérielle. Le lien est tempéré par le phénomène suivant.
à savoir une augmentation, par exemple, de revenu mensuel de 100 € apportera bien plus de satisfaction à quelqu'un qui gagne 1 000 € qu'à celui qui a une rémunération de 10 000 € ou plus par mois, par exemple. Voilà. Alors, ces différents éclairages montrent donc que les relations entre l'argent et le bonheur dépendent grandement de l'environnement dans lequel on se situe et des horizons temporels où on se place. Il faut donc notamment bien distinguer les fluctuations de court terme, conjoncturelles, des changements plus lents de long terme. Plus que contradictoires, ces différents éclairages sont en réalité complémentaires. Ce qui m'amène à venir à mon second point, à se demander s'il n'y a pas, malgré tout, un seuil absolu au-delà duquel l'argent ne compterait plus pour assurer le bonheur. Autrement dit, n'est-on pas plus heureux que l'on gagne 100 000 $ ou 1 million de dollars? Où est ce seuil, enfin de dollars par an? Où est ce seuil? C'est une question que les économistes donc, et les psychologues se sont souvent posées et à laquelle ils ont apporté des réponses qui sont à la fois très précises et en apparence contradictoires. Je citerai 2 de ces enquêtes. La première réponse, enfin 2 de ces travaux, de ces études, la première réponse est celle du Britannique Richard Layard, je prononce à la française, qui a été un des conseillers du Premier ministre Tony Blair. La seconde émane du travail conjoint de 2 prix Nobel d'économie, d'une part Daniel Kahneman, qui est très connu en tant que psychologue, et d'autre part du prix Nobel 2015, Angus Deaton, qui donc a reçu son prix cette année. Donc, Layard, tout d'abord, lui, il apporte une réponse radicale. Il considère qu'au-delà de 15 000 $ de revenus par an, l'argent ne procure pas de bonheur supplémentaire. Précisons que ce chiffre, ce seuil, vaut pour le début des années 2000. Mais compte tenu de la très faible inflation qu'on connaît un petit peu partout dans le monde, le seuil de satiété économique, c'est comme ça qu'on pourrait appeler de tels chiffres, de telles barres, garantissant le bonheur, n'a pas fondamentalement changé aujourd'hui. Ce que veut dire précisément Layard, il faut le dire de façon très claire, et là je le cite, ce qu'il dit c'est que dès lors qu'un pays a un revenu de plus de 15 000 $ par an, son niveau de bonheur semble indépendant de son revenu par habitant. C'est donc une conclusion effectivement radicale. En réalité, ce qu'il veut démontrer est la chose suivante. Il considère qu'à partir d'un certain niveau de richesse matérielle, les individus ne craignent plus de mourir de faim et que plus généralement, leurs besoins essentiels sont assurés. Le bonheur devient alors une question totalement subjective où entrent en ligne de compte des dimensions psychologiques individuelles, voire génétiques, ce qu'on appelle parfois dans le langage courant une prédisposition au bonheur. Cela échappe en tout cas aux considérations économiques et les économistes n'ont pas à s'en occuper. On retrouve là des notions donc voisines du seuil de survie ou du revenu minimum en deçà duquel on est qualifié de pauvre. C'est une conception évidemment extrêmement importante qui a des conséquences pratiques et là je cite l'exemple suivant. Par exemple, on parle beaucoup du seuil de pauvreté. Aux États-Unis, par exemple, le bureau du recensement, qui est un département public qui établit ce genre de statistiques, considère qu'actuellement le seuil de pauvreté se situe à environ 1 000 $ par an. C'est un seuil absolu. Enfin, je ne m'appesantirai pas sur les façons dont a été calculé un tel chiffre, mais en gros, ça consiste à voir comment ce qu'il faut dans ce qu'on appellerait en France le panier de la ménagère au sens le plus large pour satisfaire des besoins assez élémentaires. Au contraire, en Europe, on a une autre notion de la pauvreté. On considère le seuil de pauvreté comme une notion relative, c'est-à-dire par construction, il équivaut à 50% ou 60%, peu importe, du revenu médian d'un pays, c'est-à-dire le revenu médian, celui qui partage en 2 populations égales la population totale du pays. Donc la conception qui prévaut en Europe des besoins vitaux et du bien-être est donc de nature sociale et sociologique, alors qu'aux États-Unis, on a plus
une conception de survie. C'est pour dire que ces travaux, ces interrogations sur les seuils au-delà duquel le bonheur n'est plus une question qui est liée à l'argent est quelque chose qui a donc des considérations pratiques très importantes. Maintenant, j'en viens au deuxième seuil, à la deuxième barre qui fixe le montant au-delà duquel, finalement, l'argent ne compte plus, on n'achète pas le bonheur avec de l'argent, pour parler un petit peu vulgairement, et qui est de 75 000 $ annuels. C'est cette somme donc, qui résulte des travaux de Kahneman et de Deaton. Là aussi, la conclusion paraît radicale, puisque ça consisterait à dire, donc, jusqu'à 75 000 $, pardon, en euros, c'est à peu près, c'est 70 000 €, donc c'est à peu près pareil. Donc, l'argent compte, et au-delà, ça ne compte plus. En fait, ce que disent Kahneman et Deaton est plus subtil que cela. En fait, il distingue bien les deux niveaux de ce que j'ai appelé le bien-être émotionnel, ou le bonheur de façon émotionnelle, de la satisfaction plus réflexive sur est-ce que ma vie est réussie, etc. Voilà. Dans le premier cas, il considère que le bonheur, le bien-être émotionnel, ou le bonheur défini de cette façon-là, jusqu'à 75 000 €, on a intérêt à avoir plus d'argent, on est plus heureux au sens émotionnel du terme, parce que, disons, les difficultés de la vie sont moindres, des tas de petits obstacles, de petites contrariétés se trouvent absorbés. Voilà, enfin, disons, on a une vie plus confortable, plus agréable au sens le plus général du terme. Mais qu'à partir de 75 000, ce bonheur émotionnel n'évolue plus, on n'est pas plus heureux, pour dire les choses simplement, nos émotions ne sont pas meilleures, on n'a pas plus de satisfaction au sens quotidien du terme. Or, pourtant, Kahneman et Deaton considèrent que ce seuil de 75 000 $ ne vaut pas pour la deuxième conception du bonheur que j'ai défini précédemment, à savoir le jugement qu'on porte sur sa vie, sur son existence, si on estime avoir réussi, etc. Ils considèrent qu'au-delà de ce seuil, eh bien, la satisfaction continue d'augmenter, c'est-à-dire, pour être simple, quelqu'un qui gagne 200 000 $ par an sera quand même plus heureux que quelqu'un qui n'en gagne que 75 000 et que quelqu'un qui gagne 1 million sera à nouveau plus satisfait que quelqu'un qui en gagne 200 000. Donc, ce que je trouve extrêmement important dans l'apport des travaux de Kahneman et de Deaton, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas véritablement de seuil, de plafond au-delà duquel l'argent ne compterait plus. Alors maintenant, jusqu'à présent, j'ai considéré une sorte de lien objectif entre l'argent ou l'économie et le bonheur, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Or, les choses sont un petit peu plus complexes que cela, et j'en viens à ma troisième considération. Il faut non seulement considérer ce que moi j'ai, ce que j'ai comme argent, mais également ce que j'ai par rapport aux autres qui sont dans mon environnement, que ce soit dans mon entreprise ou dans le pays. Et là, on entre dans des notions de comparaison qui sont extrêmement importantes. Je m'explique. Les psychologues peuvent capter ce genre de jugement qu'ont les gens de la façon suivante. Ils posent la question suivante. Ils disent aux gens, soit la situation A, votre revenu annuel est de 100 000 €. Et les autres, c'est-à-dire vos collègues, etc., dans l'entreprise, gagnent 50 000 €. 100 000 pour vous, 50 000 pour les autres. Ou situation B, votre revenu annuel est de 150 000 € et les autres gagnent 300 000 €. Que préférez-vous être dans la situation A et dans la situation B?
Ce type d'enquête, quand il est réalisé dans les entreprises, fait apparaître que les gens sont d'autant plus heureux qu'ils gagnent plus que leurs collègues. Ce qui compte, ce n'est pas le niveau absolu, mais le niveau relatif. Et à l'inverse, lorsqu'ils découvrent qu'ils sont moins rémunérés que leurs voisins, qui font pourtant plus ou moins le même travail, ils en seront malheureux et ils auront alors tendance à vouloir changer d'emploi et d'entreprise. Cela pour dire, et ça me semble une conclusion extrêmement importante et positive, enfin positive au sens où, disons, on a quelque chose de tangible, un résultat quasi scientifique, qu'il faut prendre en compte les phénomènes de jalousie et d'envie pour juger du bonheur dans une collectivité, quelle qu'elle soit. De même qu'il faut, enfin j'y ai fait allusion, considérer les consommations dites ostentatoires, ce qu'on appelle l'effet Veblen, du nom de l'économiste sociologue qui a mis en exergue le premier ce phénomène. Autrement dit, la satisfaction d'une consommation est liée au sentiment de distinction qu'elle suscite, au sentiment d'appartenance. C'est le phénomène bien connu des marques qui est particulièrement important dans le monde actuel. Donc, lorsqu'on envisage le couple économie et bonheur, les comparaisons vis-à-vis des autres entrent en ligne de compte et elles ont tout autant d'importance que les niveaux absolus. Aux États-Unis, par exemple, on dit souvent que dans les familles, la référence la plus importante est le salaire de son beau-frère. Pourquoi son beau-frère? Eh bien, pour la raison suivante. Imaginons deux sœurs. Elles ont eu le même mode de vie, elles ont été dans la même famille, les mêmes parents. Dans leur enfance, elles ont l'habitude de se comparer et même peut-être de se dire, de se donner des secrets, y compris ce que gagne leur mari, ce qui est extrêmement courant aux États-Unis. Lorsqu'elles se marient, justement, elles seront alors, par la force des choses, amenées à comparer les revenus de leurs époux respectifs, ce qui fait que le salaire important sera le salaire du mari. Évidemment, c'est un petit peu sexiste le cas de figure que je donne, parce que dans le monde actuel, évidemment, les femmes ne sont pas au foyer, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un élément de comparaison qui, dans les familles, joue de façon extrêmement importante. Et ces comparaisons, il faut bien voir qu'elles s'exercent non seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même. La satisfaction de chaque individu va dépendre beaucoup de la comparaison entre ses réalisations, ses aspirations. Chacun va juger de sa situation présente en fonction de ce qu'il espérait au départ de sa carrière, par exemple, quand il a reçu son diplôme, voire simplement en fonction de l'évolution plus ou moins erratique de ses revenus. Il est certain que quand les gens ont atteint un certain niveau de revenus et qu'ensuite ils sont amenés à en avoir un inférieur, c'est extrêmement éprouvant et leur sentiment, disons, de malheur devient beaucoup plus grand que s'ils n'avaient jamais connu la prospérité qu'ils avaient eue précédemment. Il ne faudrait pourtant pas croire que les comparaisons ne font qu'envenimer les jalousies. Ce serait très réducteur. Au contraire, les comparaisons peuvent fonctionner comme une émulation positive. Et là, je cite les travaux d'un économiste qui s'appelle Albert Hirschman, qui est très connu aux États-Unis, mais peu en France, alors qu'il a fait ses études universitaires en France. Et il a mis très en avant cette dimension essentielle de l'émulation à laquelle on pense généralement assez peu chez nous en France et pour des raisons sociologiques sur lesquelles je reviendrai. Hirschman a ainsi démontré dans un article très célèbre qu'un individu peut tirer une satisfaction de la simple observation de l'enrichissement d'autrui. Et il applique ça l'effet tunnel. Pourquoi l'effet tunnel? Parce qu'il a remarqué qu'un automobiliste pris dans un embouteillage, dans un tunnel où il y a deux fils, qui sont bloqués, il y a un embouteillage, eh bien cet automobiliste va se réjouir de voir que la file de gauche, par exemple, se met à avancer soudain, car il y verra un effet annonciateur de sa propre sortie, celle de sa file dans laquelle il se trouve. C'est ce qu'on appelle donc, dans la littérature économique et psychologique, l'effet tunnel ou encore l'effet signal. Et cet effet est extrêmement important parce qu'il explique par exemple pourquoi la société américaine est bien plus tolérante vis-à-vis des inégalités que le sont les sociétés européennes notamment. Outre-Atlantique,
Les Américains voient dans les différences de salaire des opportunités et une incitation à la mobilité, à se surpasser, et en dernier ressort, une promesse de bonheur. Donc l'effet tunnel est extrêmement important. En France, au contraire, les disparités sont perçues négativement, car au lieu de regarder les perspectives d'amélioration, de prendre l'exemple sur son voisin qui est sorti de la mouise, on examine au contraire jalousement le sort des autres, leur statut plus ou moins enviable par rapport au nôtre. Les inégalités sont alors considérées comme une source de frustration et de malheur, et donc un mal. Donc, voilà, sur ce troisième point, à savoir qu'il ne faut pas uniquement regarder le bonheur de façon absolue, mais de façon comparative. Le quatrième point, et je passerai vite parce qu'il y a eu une table ronde ce matin sur la mesure du bonheur et les indicateurs de bien-être. Donc il y a ces trois piliers auxquels j'ai fait allusion. Il y a d'une part le PIB qui est en gros la mesure de la richesse produite. Ensuite, il y a les mesures du bien-être qui sont des mesures d'éléments plus réels et qui pour certains échappent à la mesure économique, même s'ils ont un coût, c'est par exemple la santé, l'éducation, l'espérance de vie, et ensuite il y a ce troisième pilier qui est le bonheur. Donc on s'est interrogé, on a remis en cause, comme je l'avais dit dans mon introduction, à partir de 1968-1970, on a remis en cause le PIB, la croissance du PIB, puisque ça paraissait un petit peu comme un luxe et qu'on n'avait plus besoin de produire ou de travailler plus, car ça avait peut-être plus de désagréments que d'inconvénients. Alors l'homme qui a bien expliqué ce phénomène, et je le citerai, c'est l'homme politique, c'est Robert Kennedy, qui a été candidat en 1968 à l'élection présidentielle et qui là s'est fait assassiner. Et voilà ce qu'il disait, parce que ça résume un peu toute une époque. Voilà ce qu'il disait en 1968. Je cite, « Le PIB ne reflète pas la santé de nos enfants, la qualité de leur éducation ou le plaisir de leur jeu. Il n'inclut pas la beauté de notre poésie, la force de nos mariages, l'intelligence du débat public ou la probité de nos fonctionnaires. Il ne mesure pas notre courage, ni notre sagesse, ni notre dévotion à notre pays. En fait, il mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut d'être vécue, et nous dit tout sur l'Amérique, sauf pourquoi nous sommes fiers d'être Américains. » Fin de la citation. C'était donc l'époque où les étudiants français ou européens disaient « on ne tombe pas amoureux d'un taux de PIB ». En 1970, dans cet environnement donc très spécial, le Bhoutan, le pays, se singularisait en proposant le BNB, le bonheur national brut, et la même année, les Nations Unies lançaient leurs indices de développement humain qui, à côté du PNB, déclinaient toute une série d'indicateurs réels tels que l'espérance de vie, la santé ou l'éducation. Puis ce furent les indicateurs du millénaire, donc au tournant du millénaire, du troisième millénaire, toujours au niveau de l'ONU et des institutions internationales. Et ces indicateurs, c'était des indicateurs réels qui consistaient à lutter contre la pauvreté avec tout ce qui l'accompagne, la sous-éducation, l'analphabétisme, la mortalité, etc. Donc, l'attention s'est portée de plus en plus vers des indicateurs qui sont moins axés sur la mesure de la richesse, de la mesure de l'argent. Et en 2008, mais on vous en a amplement parlé, il y a eu ce fameux rapport Stiglitz-Sen du nom des deux prix Nobel d'économie qui ont été chargés à la demande du président Nicolas Sarkozy d'établir des indicateurs de bien-être. Alors ça m'a toujours fait un peu sourire, cette demande française, parce que ça me rappelle la fable d'Ésope du renard qui dit « ces raisins sont trop verts pour que je m'y intéresse ». Il m'a toujours semblé un peu qu'on s'intéressait à d'autres indicateurs que le PIB à partir du moment où on n'était plus capable de faire de la croissance au sens le plus classique du terme. Enfin, ça, c'est autre chose. Voilà, donc c'est pour dire que
les préoccupations se sont déplacées d'une mesure stricte de la production de la richesse, de l'économie, de la production d'argent, pour dire les choses les plus trivialement, vers des choses qui sont plus du côté du bonheur et qui passent par le bien-être. Mais je ne m'appesantirai pas sur cette problématique que je me contente d'avoir. Et je vous renvoie donc aux débats qui ont lieu ce matin à la deuxième table ronde. Maintenant, j'en viens parce que c'est un éclairage qui est intéressant à la spécificité française, parce que ça permet de bien comprendre un petit peu toutes les notions qu'on a envisagées jusqu'à présent. C'est sur le pessimisme endémique des Français qui, à niveau de vie égal, leur font percevoir la réalité de façon bien plus sombre que les autres populations. Ce qui fait que la France a non seulement des déficits publics, comme vous savez, mais qu'il existe également, entre guillemets, un déficit de bonheur français. C'est l'expression de Claudia Sénic, qui est une économiste qui a fait un petit livre excellent, petit par sa dimension, et qui s'appelle « La dimension du bonheur ». C'est à peu près 120 pages dans la collection, je crois, Idées du SEC et de la République des idées, pardon, auquel je vous renvoie, dont je me suis parfois inspiré. Voilà. Donc ce phénomène français est très bien identifié, on en parle beaucoup dans la presse, et je rappellerai que de façon très rapide les faits. Lorsqu'on établit donc une carte où chaque pays est caractérisé de deux façons, en abscisse en ordonnée le revenu par habitant et en abscisse le bien-être subjectif, on parvient à une courbe et on s'aperçoit que certains pays, c'est ce qu'on peut appeler la courbe de bonheur par rapport au revenu, que certains pays sont au-dessus de cette courbe, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de bonheur supérieur à celui de leur revenu, et qu'à l'inverse, et qu'ils magnifient leur richesse matérielle, qui sont heureux malgré une richesse matérielle qui peut être inférieure à celle d'autres. Par contre, d'autres populations, comme celles des ex-pays de l'Est, sont plus malheureux que ne l'indiquent leurs conditions matérielles, et la France est également dans ce cas. Et Claudia Sénic, dont je vous parlais, considère que le seul fait de vivre en France réduit de 20% la probabilité de se déclarer très heureux. Voilà. Alors, cette morosité est d'autant plus frappante que la France a par ailleurs des performances très satisfaisantes pour ce qui est des indices de développement humain ou même des indices de bien-être en matière d'espérance de vie, de santé et de niveau d'éducation. C'était d'ailleurs un petit peu pour ça le but du rapport Stiglitz-Sen. C'était un petit peu son commanditaire voulait montrer que la situation des Français était meilleure que ce qu'ils pensaient. Voilà. Par ailleurs, la France se caractérise par un dynamisme démographique dont on ne cesse de parler, comparé aux autres États européens, et c'est généralement considéré comme un signe de confiance dans l'avenir. Donc il y a une contradiction là aussi. Pourtant, là, il faudrait quand même mettre un bémol et qu'on met souvent qu'on met pas assez souvent, c'est que la fécondité au dire des démographes, et là je cite Hervé Lebras, ne coïncide pas forcément avec des périodes forcément heureuses et qu'au contraire, on a connu des pics de fécondité avec des périodes sombres de l'histoire. Donc le lien entre démographie, synonyme de confiance dans l'avenir, et satisfaction de la population est beaucoup plus difficile et beaucoup plus ambigu que ce qu'on le dit généralement. Mais enfin, le paradoxe français sur la relation entre richesse économique et bonheur a fait couler beaucoup d'encre. Il y a une vingtaine d'années, Alain Peyrefitte a stigmatisé le manque de confiance qui caractérisait la France, et cela depuis des siècles. Lourdeur des réglementations étatiques, absence de confiance entre les acteurs privés, excès de la hiérarchie, etc. Et donc, on aboutit à ce que Michel Crozier, dans les années 1970, a appelé une société bloquée, ce qui est sans doute toujours le cas aujourd'hui. Et plus récemment, deux économistes, Yann Algan et Pierre Cahuc, ont publié un ouvrage dont le titre est éloquent. Ce titre, c'est « La société de défiance, comment le modèle français s'autodétruit ».
Voilà, donc il y a toute une spécificité française qui est intéressante et on avance beaucoup les explications de type culturel, comme je viens de le faire. Pourtant, il y a une explication sur laquelle on ne met sans doute pas assez l'accent, c'est tout simplement les ratés de la croissance en France depuis 30 ans et qui commencent à faire chiffre, si j'ose dire, qui s'accumulent. Là, je cite des chiffres de l'OCDE. Entre 1970 et 2010, la croissance française a été de 97%, c'est évidemment beaucoup, mais elle a été de 112% en Allemagne, de 115% en Belgique et de 121% au Royaume-Uni, donc selon l'OCDE. Autrement dit, il s'agit bien d'une contre-performance au moins relative pour ce qui est de la création de richesses, avec en parallèle une montée du chômage de masse. Et donc, quand on regarde l'insatisfaction des Français, on met toujours en avant les explications de type culturel, mais je pense qu'il faut également s'interroger sur les explications de type strictement économique. Et là, on peut considérer que ça vient peut-être en partie, je dis bien en partie, en contradiction avec le théorème d'Hölderlin que je citais au début. Il faut donc avoir à l'esprit que le mécontentement des Français a des raisons également purement économiques, parce qu'il faut bien voir que le manque de croissance au niveau global, ça veut dire au niveau des individus, un manque de perspective, et également donc le chômage, et que par ailleurs des coûts collectifs de solidarité, enfin au bon sens du terme, mais des coûts d'impôts extrêmement élevés qui conduisent eux-mêmes à un manque de dynamisme, à un certain malthusianisme, ce qui a pu conduire d'ailleurs à des choix. Quand je dis malthusianisme, je pense évidemment aux 35 heures, qui était, il faut le rappeler quand même, une réponse au chômage de la fin des années 1990. Donc il y a tout un enchaînement d'insatisfaction pour lequel il ne faut pas uniquement voir les facteurs culturels, comme on a tendance à le faire, mais voir également les explications de type typiquement économique et qui reviennent à notre sujet, à mon exposé, sur les liens entre l'économie et le bonheur. Et si je devais donner qu'une seule, répondre par un seul mot, oui ou non, oui. Oui, la richesse, l'argent, enfin l'économie, quand même, contribue à faire le bonheur. Mais je ne me contenterai pas de cette conclusion et je voudrais, parce qu'à plusieurs fois j'ai fait allusion à la complexité de la notion de bonheur et je ne voulais pas trop invoquer les philosophes, mais je vais le faire à nouveau avec une très belle citation du philosophe Adorno, qui a les difficultés d'être un peu difficile, mais qui, pour une fois, je crois, est extrêmement clair et en tout cas très profond, et qui est un éclairage qui résume bien mon propos et qui complète assez bien la vue de Pascal qui disait que finalement le bonheur était le grand moteur de chacun, que ce soit pour partir à la guerre ou ne pas partir à la guerre, etc. Voilà ce que dit Adorno, et je vais lire lentement parce que c'est simple, mais d'une très grande profondeur. Voilà ce qu'il dit. Il arrive au bonheur exactement ce qui arrive à la vérité. On ne la possède pas, on est dedans. Le bonheur, en effet, c'est se sentir enveloppé, réminiscence de la sécurité éprouvée dans le ventre maternel. C'est aussi la raison pour laquelle ceux qui sont heureux ne le savent pas. Pour voir le bonheur, il faudrait en sortir, et ce serait comme une naissance. Celui qui dit qu'il est heureux ment, et en invoquant le bonheur, il pêche contre lui. Celui qui dit « j'étais heureux » lui est fidèle. La seule relation de la conscience au bonheur est la gratitude. C'est là que réside son incomparable dignité. Voilà, je n'en dirai pas plus, si ce n'est que je citerai peut-être encore le bon sens, la sagesse populaire, cette expression qui finalement dit un peu la même chose que
ce que dit Adorno quand on dit on nage dans le bonheur. On ne sait pas très bien ce qu'on veut dire, mais c'est la situation, l'état dans lequel on se trouve, et puis peut-être ce conseil pour vivre heureux, soyez heureux, mais ne le dites pas trop que vous l'êtes. Voilà, merci. Enfin, si vous voulez, on a très peu de temps, mais je peux répondre à une ou deux questions s'il y a un éclaircissement qui vous intéresserait. Bonjour. Ne pensez-vous pas que la comparaison entre l'économie et le bonheur risque de dévaluer la notion de bonheur dans sa nature? Est-ce qu'on ne va pas transformer la notion de bonheur au profit d'une notion d'économie qui est purement quantifiable, comme vous l'avez expliqué sur les deux paliers? À partir du moment où je vais gagner 75 000 euros par an, je vais être heureux, ou 46 000 euros par an, je vais être heureux. Quelqu'un qui vit dans la rue et qui est tout seul et qui a juste son chien avec lui est peut-être plus heureux que certaines personnes qui gagnent des millions? Oui, bien sûr, mais il y a deux choses. La première, c'est que, comme je l'ai déjà dit, le bonheur, c'est quelque chose absolument très évanescent et très difficile à appréhender. C'est un petit peu quelque chose dont on a l'impression, quand on veut comprendre de quoi il s'agit, c'est même impossible. Enfin, c'est la situation d'Adorno. C'est qu'on est dans le bonheur, mais on ne peut pas dire si on l'est au moment où on l'est. Et c'est même une fausse... il y a quelque chose d'illusoire à le dire au moment où on l'est. Et le deuxième point, et là je revois un petit peu à ma réponse précédente, ce que je voulais simplement, c'est essayer de dire, enfin pour résumer tous les travaux des économistes et des psychologues, c'est de dire que malgré tout, on peut établir un lien entre les analyses économiques et les interrogations sur le bonheur, que ce ne sont pas deux mondes qui sont complètement hermétiques l'un à l'autre, et que le fait d'essayer à trouver des ponts, même à trouver des explications, ou même à quantifier les phénomènes, est quelque chose de bon en soi pour la société, pour le bien-être collectif, et même sans doute pour le bonheur individuel et collectif. Mon ambition, ce n'était pas plus que ça. Hein. Mais je pense que, enfin là, je parle au nom des travaux que j'ai résumés. Ces travaux, je trouve, sont intéressants et méritent qu'on les regarde. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore. On est déjà un petit peu en retard par rapport à une autre conférence maintenant, table ronde. Voilà. Merci en tout cas.